Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet enregistrement, on va parler en fait de techniques pour aller séduire les clients de ses concurrents. Alors en fait, pourquoi on doit s'intéresser à ça? C'est simple, hein, puisqu'en fait chaque marché suit à peu près un cycle, hein. Au départ, on a vraiment une forte croissance avec un marché qui est vraiment en devenir. Il y a une croissance à 2 chiffres, voire 3 chiffres. Il y a vraiment beaucoup de prospects et tout simplement on cherche à en séduire un maximum, à garder une part de marché, à essayer d'aller plus vite que les concurrents. Et puis à un moment donné, ce marché se ralentit un petit peu, tout simplement parce que il y a moins de clients équipés, il y a plus de concurrence, ou alors en fait on a des marchés qui commencent à être attaqués par des concurrents étrangers, et à ce moment là en fait la stratégie est souvent de se différencier, d'attaquer des segments de marché, de faire des produits verticaux, et quand on arrive à la fin du cycle en fait il n'y a plus beaucoup d'acteurs, on n'était plus très nombreux dans le secteur d'activité, et on arrive à un marché à saturation où on fait surtout de renouvellement et plus tellement du nouveau business. C'est en fait dans cette phase là que ça devient vraiment intéressant d'aller séduire les concurrents et surtout les clients de ces concurrents, puisqu'en fait ça devient vraiment coûteux d'aller chercher des parts de marché en plus, alors que c'est quand même relativement plus simple d'aller séduire les clients de ces concurrents. Alors c'est aussi valable cette stratégie lorsqu'on est dans un marché en fait complexe où tout simplement on a relativement peu de clients qui sont souvent connus. Par exemple, je sais pas, les hôpitaux en France, il n'y en a pas 50 000, hein, il y en a très peu, c'est un petit nombre qui est connu, qui est déterminé, et dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller faire la chasse tout simplement aux clients de ses concurrents. Donc voilà, donc si vous êtes dans un de ces contextes de marché là, c'est-à-dire un marché qui commence à arriver à saturation, ou alors un marché avec très peu de clients qui peuvent éventuellement être connus, là ça devient vraiment intéressant d'aller séduire les clients de ses concurrents. Alors la première étape, elle est vraiment très simple, c'est d'aller identifier un concurrent affaibli que vous arrivez déjà à battre régulièrement. Parce que tout simplement, c'est comme dans la savane, dans la jungle, on va pas aller s'attaquer à un animal qui est plus fort que soi. Au contraire, c'est comme les lions qui s'attaquent en fait à des troupeaux. Ils vont aller faire ce qu'on appelle une sélection naturelle, et ils vont aller s'attaquer aux animaux les plus faibles, ceux qui sont un peu derrière, qui boitent, etc. Et c'est la même chose. Vous aussi, vous allez faire comme ça une sélection naturelle, vous allez choisir en fait un concurrent que vous tout simplement vous dominez de manière régulière. Alors il faut aller chercher les gens qui sont justement des canards boiteux, hein. C'est par exemple ceux dont le niveau de satisfaction n'est pas très bon, ceux qui ont eu des problèmes techniques, ceux qui sont dépassés technologiquement, un produit qui évolue peu, un produit qui est en retard, ou alors ce qui marche également pas mal, c'est quand on arrive en fait surtout dans le B2B, c'est quand on a des marques en fait qui n'ont pas du tout de sensibilité au marketing. Ça on le voit souvent, c'est des marques qui n'ont pas de marque forte, qui n'ont pas de vision, qui ont des commerciaux qui sont à l'ancienne, etc., etc. Là c'est assez facile de les déloger parce qu'en fait ils ont une image un peu poussiéreuse, ils n'ont pas en fait des bonnes techniques marketing, et c'est là en fait qu'il faut aller les rechercher. Autrement, c'est aussi quand il y a des marques qui sont en plein doute. Par exemple, quand il y a un dirigeant historique qui veut vendre la boîte, généralement dans les dernières années, sa préoccupation principale c'est d'essayer de sauvegarder le capital et d'essayer de trouver un repreneur, et ça pour vous c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait ils sont plutôt dans l'immobilisme. Alors il y a des clients aussi qui sont dans des entreprises qui sont un petit peu dans la tourmente. Par exemple quand il y a eu des rachats, ça arrive souvent, quand des rachats par d'autres sociétés, ça c'est un moment de turbulence où c'est le moment d'aller taper en fait sur ces concurrents là, faire des offres de reprise, parce que les gens se disent mais qu'est-ce qui va se passer pour mon produit, est-ce qu'il va être maintenu, etc., etc. Ou alors c'est également intéressant quand des entreprises qui sont en train de casser ou changer de business model, par exemple un changement de politique commerciale, un changement par exemple dans le software où on est du mode licence au mode cloud, etc., etc. Voilà. Alors ça c'est la première chose, trouver en fait entre guillemets un animal faible en fait dans le troupeau, hein, parmi vos concurrents, mais également en fait un concurrent qui ait suffisamment de clients pour que ça vous justifie en fait de déployer une stratégie. Parce que s'il n'y a que une dizaine ou une vingtaine de clients, vous n'allez pas déployer une stratégie très évoluée. Par contre, si par exemple ils sont 100, 200 clients, 500 clients, 1000 clients,
bah, là ça devient vraiment intéressant, tout simplement parce que vous allez pouvoir en fait mettre en place un système qui va être pour vous très intéressant et qui va tout simplement vous permettre d'être déployé et de rentabiliser le temps. Voilà, donc le plus simple en fait c'est déjà faire une réunion de travail entre les différents commerciaux, par exemple votre marketing, votre R&D, etc. Et vous allez lister une ou deux cibles potentielles, c'est-à-dire que on bat souvent telle entreprise, ou on sait qu'ils vont mal, ou ceci ou cela, et donc en fait vous avez la possibilité comme ça de pouvoir identifier quelques personnes. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de préparer ses armes. Tout simplement c'est de dire ok, vous devez en fait donner des bonnes raisons aux clients de vos concurrents de changer. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir, c'est que en fait l'inertie, le fait de ne rien changer, c'est vraiment vos plus grands ennemis. Le but en fait c'est d'essayer de réduire le risque de changer de fournisseur et leur dire ok tiens vous allez passer chez moi parce que ceci, cela, et vous allez gagner, et certes vous allez avoir des problèmes parce que ça va être compliqué de changer, mais vous allez voir, vous allez y gagner largement. Donc en fait votre but c'est d'aller comme ça construire un arsenal d'outils pour aider vos commerciaux à séduire les clients, soit là de manière factuelle, soit de manière émotionnelle. En fait, de manière factuelle, c'est-à-dire voilà, vous allez économiser tant d'euros par mois, on est moins cher de tant d'euros, et émotionnel, c'est-à-dire voilà, nous on vous garantit ceci, avec nous le produit évolue, voilà ce qu'on a fait, avec les autres en fait vous n'êtes pas sûr du futur. Voilà, donc il faut vraiment jouer sur les deux facteurs, à la fois du factuel et de l'émotionnel. Alors bien sûr vous allez faire des outils qui sont adaptés à chacun de ces types d'arguments. Si on reste dans le factuel, ça va être des tableaux comparatifs. Le fameux tableau à cocher en disant voilà, nous on fait, eux ils font pas. Alors bien entendu on peut s'arranger pour avoir un tableau qui est plutôt favorable en mettant en avant des choses que nous on fait et des choses que les autres ne font pas. Donc et en passant sous silence des choses qui sont pas importantes et que nous on fait pas, et des choses comme ça. Voilà. Donc vous pouvez mettre comme ça ce tableau comparatif. Alors un petit conseil, évitez de le faire trop traîner, puisqu'en fait autrement si vous avez un concurrent qui est un petit peu malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre tableau comparatif et il va s'efforcer d'aller corriger tous les problèmes et en rajouter d'autres, et donc au bout d'un an ou deux généralement votre différentiel fonctionnel est plus efficace. Donc le tableau comparatif détaillé, ne le mettez pas forcément en libre disposition, réservez-le plutôt pour des présentations. Voilà. Et sachez toujours que ce tableau comparatif il sera toujours donné à la concurrence, donc c'est important de mettre bien sûr des éléments importants, mais gardez quand même quelques petites billes de réserve, une ou deux fonctions qui sont vachement sympas ou des choses comme ça. Ou alors une astuce, c'est de nommer les fonctions. Ça j'utilise beaucoup en marketing, c'est-à-dire que je vais nommer une fonction. C'est-à-dire au lieu de dire voilà, moi par exemple j'ai un tableau de bord qui permet de mesurer l'activité machin blablabla, et je vais l'appeler ce tableau de bord, par exemple je l'avais nommé dans une entreprise, ça s'appelait CRM Intelligence, parce que c'était un tableau de bord intelligent qui permettait de faire ceci cela, et donc on disait pas c'est un tableau de bord, mais on disait c'est vraiment le module CRM Intelligence ou Customer Intelligence. En fait c'est essayer de nommer des fonctions, parce qu'on ne pourra jamais vous copier une fonction qui est nommée, c'est toujours vous dites bah non mais non on fait ça de manière un petit peu différente, etc., etc. Donc nommer une fonction, ça vous permet vraiment de garder un petit avantage sur les concurrents. Voilà. Ensuite, bien sûr, un rapport sur les performances, ça peut être assez intéressant, en disant voilà, nous, sur tel domaine, avec tant d'heures d'utilisation, notre produit il va durer beaucoup plus longtemps, ou il va permettre d'avoir ceci, cela. Donc ça, le rapport de performance, c'est vraiment utile, et ça permet de justifier encore de manière vraiment factuelle. Alors après, vous avez l'offre de reprise avec un plan de migration en disant voilà, vous commandez chez nous, c'est tant d'euros, et après on vous dit que vous allez faire ça, et c'est détaillé. Ensuite, vous avez bien sûr les outils de comparaison de coûts de ROI en disant bah là, en utilisant notre solution, ça vous coûte tant d'euros par mois, et avec la solution que vous avez actuellement, ça vous coûte tant d'euros. Donc en fait, vous allez économiser tant d'euros au bout de X années, et donc voilà, ça va être intéressant pour vous. Ça, c'était les outils plutôt de manière factuelle. Vous avez aussi des outils qui sont les outils émotionnels. Alors, les outils émotionnels, c'est par exemple une longue page de vente disant voilà, notre produit il fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait ça, et au contraire des concurrents,
concurrent il fait ça, blablabla, blablabla. C'est également mettre en avant les réassurances sur votre marque. Par exemple, on a gagné le concours machin, on a eu le label reconnu, on est certifié par tel machin, on a le label ISO bidule. Donc mettre tous ces trucs là que les autres n'ont forcément pas. Vous avez la roadmap produit, c'est-à-dire que vous allez montrer votre vision, vous allez montrer ce que vous allez faire dans le futur. Là, vous allez faire rêver les gens. Ensuite, vous allez mettre les fameuses 7 bonnes raisons de passer chez vous, les 7 bonnes raisons de quitter vos concurrents. Ça vous servira surtout en fait lors de vos argumentaires oraux par vos commerciaux ou dans vos emails par exemple. Les cas existants des clients qui ont migré également. Si vous avez 2-3 clients comme ça qui ont déjà migré de l'ancienne offre vers la nouvelle, là c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir justifier ça, dire voilà, il y a le client Toto qui était là et qui avait ci, qui avait ça, voilà. Alors, n'oubliez pas de créer un argumentaire, un script d'appel, un modèle d'emailing, une landing page, des messages de marketing automation quand les gens sont inscrits et un web séminaire. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tous ces éléments-là vont vous permettre en fait de créer des outils qui vont permettre à vos commerciaux d'aller chasser les clients de vos concurrents. Dans certains cas, vous pouvez aussi offrir un kit de migration. Ça, en fait, je l'ai fait plusieurs fois. En fait, quand il fallait surtout migrer de produits internes ou de produits concurrents vers des produits à nous, c'était un kit de migration. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on disait? Ben voilà, vous passez chez nous, ça vous coûte tant d'euros, et vous avez le kit de migration qui contient la mise à jour, qui contient 1 heure de consulting, qui contient un mini guide, qui contient un outil de récupération de données, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, en fait, ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet un petit peu symbolique de matérialiser. Voilà, on a un kit de migration, ça permet de dire voilà, on a quelque chose de sérieux, même si c'est pas forcément quelque chose d'hyper structuré. C'est pas forcément d'avoir un packaging avec une boîte, un machin, etc., etc. Mais un kit de migration, tout de suite, ça rassure et ça donne vraiment de la valeur ajoutée supplémentaire à votre offre. Alors le but non plus c'est pas d'avoir un maximum d'outils possibles, parce qu'en fait ça c'est un petit peu le souci qu'auront les commerciaux. Ils vont tout le temps vous dire ouais mais j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça, etc. Dites-vous déjà qu'est-ce qu'ils ont besoin au minimum au départ, et c'est ensuite que vous allez en créer d'autres. Et créez pas un pack d'outils qui soit trop important au départ si vous n'avez pas en fait un petit peu de ROI, si vous voyez pas en fait qu'il y a des retours des commerciaux, si vous dites pas tiens il me manque ça pour les aider ou les faire migrer, etc., etc. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas aller sur un arsenal de malades. Il vaut mieux en fait commencer simple avec quelques outils et au fur et à mesure vous allez en rajouter d'autres. Alors l'étape numéro 3, c'est tout simplement d'aller cibler les contacts. Alors le ciblage en fait c'est l'étape souvent qui est la plus difficile, parce qu'autant on peut identifier les concurrents sur lesquels on va lutter, autant on peut commencer à lutter et à mettre des argumentaires en place, des outils marketing, autant en fait à un moment donné il va falloir identifier les clients de ses concurrents. Alors dans certaines industries c'est relativement facile parce qu'en fait comme je disais il y a des listes qui sont pas infinies. Si on cible par exemple les cliniques en France, les hôpitaux en France, finalement il n'y en a pas autant que ça. En revanche, si par exemple on va cibler les PME qui vendent à l'export, alors là c'est beaucoup plus difficile parce que tout simplement ça n'existe pas vraiment de fichiers qui ont ce genre d'informations. Donc en fait dans ces cas-là il va falloir utiliser d'autres outils, et justement c'est ce que je vais vous présenter avec des petites techniques, une petite dizaine de techniques qui vont vous permettre en fait d'aller identifier les clients de vos concurrents. Alors la technique numéro 1, et qui est souvent la plus simple et la plus facile, c'est d'aller rechercher sur internet les clients mécontents d'une marque. En fait c'est vraiment ce qui est le plus facile parce que les clients qui sont déjà mécontents, qui ont exprimé un problème, sont les plus simples à les séduire. Donc bien sûr on va utiliser d'abord Google. Le plus simple c'est d'aller taper dans Google avis sur mécontent de quelle solution choisir, etc., etc. Et en fait soit vous allez chercher les gens qui ont mis un avis, et tout simplement vous allez ici voir les gens qui en ont mis des favorables, soit en fait vous allez taper les gens qui sont mécontents et là vous allez tomber sur les gens qui sont mécontents sur tel truc, ou alors quel produit choisir. Alors quel produit choisir, ça peut être intéressant quand vous regardez les anciens clients, c'est-à-dire que c'est un client qui a commandé il y a 2-3 ans un produit et qui a dit merci j'ai choisi tel bidule, merci de l'information, et vous allez recontacter, vous dites voilà tiens il y a 3 ans vous aviez choisi tel produit, vous savez que depuis il y a des nouveaux produits qui viennent d'arriver.
Par exemple ici là, si vous tapez avis Microsoft CRM, on arrive sur une page sur un forum. Et donc en fait vous voyez ici bah voilà, je cherche quel produit, et là tout simplement bah, vous voyez le nom de l'entreprise, et vous allez pouvoir vous dire bah tiens, c'est pas mal, cette personne là, bah, en fait je vais la contacter, cette personne je vais lui proposer bah, mon produit. Donc vous avez déjà en fait une petite astuce qui va vous permettre de savoir en fait quelle est la personne que vous devez contacter. Par exemple en fait là sur le forum dont je vous ai parlé, si vous tapez avis Microsoft CRM, et ben vous avez le nom des gens qui sont là, et vous avez le nom, prénom, et rien ne vous empêche après d'aller hop taper ici le nom de la personne dans LinkedIn, et hop après derrière bah, vous allez directement récupérer ses coordonnées. Autrement en fait souvent là par exemple sur le forum dont je vous ai parlé, vous avez le nom du site internet, et il suffit d'aller taper directement dans Google après le nom, et tac vous récupérez le nom de la personne, et c'est fait. Voilà. Alors autrement aussi, il y a des choses intéressantes, c'est souvent en fait quand on sort des nouvelles versions, on met un petit article sur les nouveautés du produit dans le blog, et c'est là en fait que bah, vous avez des clients qui bah, commencent à parler, qui disent voilà, ok c'est sympa votre nouvelle version, mais j'ai toujours un bug, ou je suis plus content, ou il y a un truc qui marche pas, blablabla. Bla bla. Par exemple ici, si vous allez sur par exemple Aweber, la dernière version, les dernières nouveautés, et ben là tout de suite on arrive sur des commentaires de gens qui sont pas contents, et par exemple ici un mec en français qui dit ah, quels sont vos plans pour améliorer le produit, je trouve que ça avance pas, blablabla. Et donc en fait si vous voyez sur Aweber, en plus vous avez le nom du site internet de la personne, rien ne vous empêche après de vous dire bah tiens, j'ai vu votre commentaire sur tel truc, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un outil qui est beaucoup plus moderne, qui évolue, etc. Autre chose également, vous pouvez aller sur la page fan de votre concurrent, puisqu'en fait souvent vous verrez qu'il y a des gens qui sont mécontents, qui mettent des commentaires, qui disent comment ça marche, je comprends pas, etc. Et là en fait vous allez chercher surtout dans les anciens statuts, les anciens commentaires, voir les gens qui sont les plus mécontents, et vous récupérez les noms des personnes, puisque généralement bah, il y a leur nom, prénom sur Facebook, et après en fait tout simplement bah, vous allez pouvoir les récupérer sur LinkedIn. Encore une fois, je me place dans une optique B2B, hein, parce que dans le B2B c'est simple, hein, quand on va rechercher le nom d'une personne, c'est vraiment simple parce que tout le monde est quasiment tout le monde est sur LinkedIn. Donc là, bah, vous tapez par exemple la page, là j'ai mis l'exemple de Salesforce France, hein, voilà. Et là vous avez le nom des personnes qui like, et bah, vous pouvez regarder ici est-ce qu'il y a des choses qui se passent bien, qui se passent pas bien, etc. Et vous pouvez récupérer le nom des clients éventuellement donc qui ont liké la page. Donc, voilà. Par exemple ici, si on va encore une fois sur la page Salesforce, hein, on voit ici qu'il y a 225 personnes qui ont cliqué et enregistré leur présence sur la page de Salesforce, et si vous regardez, vous voyez ici un certain nombre de personnes, et vous dites bah, si ces personnes ont liké en fait la page de Salesforce, c'est que tout simplement bah, ils ont le produit. Donc dans ces cas-là, bah, vous les recherchez encore une fois sur LinkedIn, vous les contactez ensuite via LinkedIn, et vous leur dites bah voilà, tiens, j'ai vu que vous étiez équipé de Salesforce, si vous intéresse, moi j'ai un produit qui est un petit peu meilleur, qui est moins cher, qui permet de faire ceci, cela. CF, l'étape numéro 1, vous aviez créé, l'étape numéro 2, vous aviez créé un argumentaire. Voilà. Vous pouvez aussi regarder, par exemple, là il y a un événement qui avait été créé sur la page de Salesforce, hein, avec ici un événement qui avait été effectué, voilà, un event, et là en fait vous avez le nombre des participants qui sont ici, et vous avez le Salesforce Tour Paris, et vous voyez ici les 150 personnes qui étaient intéressées, les 230 qui y sont allés, et là vous avez les noms qui apparaissent, vous savez même après éventuellement leur profession, l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Par exemple ici on voit Action Culturelle Alzheimer, donc en fait c'est des gens qui sont allés au Salesforce Tour et qui forcément utilisent Salesforce ou vont utiliser Salesforce, et donc vous dites voilà tiens, vous utilisez Salesforce, maintenant moi j'ai un Salesforce Killer qui est vachement mieux, etc.
Alors après vous avez les sites de comparaison d'outils. Là encore une fois je me place dans le domaine du software, du logiciel. Vous avez par exemple des sites comme GTheCrowd, GetApp, Advisor, etc. ou getapp.com. Et ben en fait tout simplement vous allez sur getapp.com et là vous voyez en fait tout simplement les gens qui commentent et font des notes en fait sur les applications. Et après c'est hyper simple parce qu'en fait vous allez sur GetApp et donc vous tapez le nom comme d'habitude Salesforce du produit. Alors bien sûr je vous mets n'importe quel produit, Salesforce Cloud, tac. Là il y a 2835 reviews. Et bien tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ici les reviews, hop, les plus négatives. Et on va prendre les gens qui ont une note avec très peu d'étoiles. Voilà, et là vous voyez ici les gens qui sont pas contents. Vous voyez ici le nom de la personne comme d'habitude. Donc encore une fois, Sales at Agilent Technology. Donc vous savez que Steven Levin, qui travaille à Agilent Technology, est mécontent de Salesforce et il dit ok, ce que j'aime bien c'est que ceci cela, et ce qu'ils aiment pas c'est que ça marche pas sur son portable, que ça n'est pas possible de scroller. Donc pour vous c'est que du bonheur. Si vous avez une application qui répond à ces demandes, et ben tout simplement vous allez le contacter. Voilà, ça c'était la première technique. On va utiliser tout simplement les médias sociaux, les avis, c'est vraiment simple. Technique numéro 1, identifier les clients mécontents d'une marque sur le web. Donc on voit les commentaires de blog, les pages Facebook, etc. Alors ensuite, technique numéro 2, c'est d'exploiter les vieux témoignages de vos concurrents. Alors en fait, il y a une chose qui est vraie depuis tout le temps, un client n'est jamais acquis pour la vie. Et au contraire, généralement, au fil du temps, la relation commerciale commence un petit peu à se dégrader. Les gens qui étaient contents il y a 3, 4, 5 ans, 6, 7, 8 ans plus tard, ils en ont un petit peu marre parce qu'ils ont des problèmes, parce que ceci, parce que cela. Donc en fait, là, l'intérêt, c'est d'aller récupérer les témoignages des clients anciens et leur proposer de migrer, parce que tout simplement un client qui vient tout juste d'adopter une solution, c'est un peu compliqué de lui dire tiens, tu viens d'acheter le produit il y a un mois, tu veux changer maintenant. Donc ça c'est souvent assez dur. Par contre un client qui avait le produit depuis un certain temps, là oui vous pouvez le faire migrer, et là vous avez vraiment une possibilité d'aller faire de la valeur ajoutée. Alors par exemple moi je me suis amusé ici à aller sur la chaîne de Sales France et d'aller chercher des vieux témoignages datant de plusieurs années sur cette CRM. Vous voyez ici il y a 3 ans, il y avait quelques témoignages qui traînaient, donc c'est des gens qui ont un produit depuis un certain temps, et bien tout simplement là hop tac c'est bon quoi. Par exemple ici aussi j'ai tapé dans Google, si on tape dans Google ici témoignage cette CRM, très rapidement on arrive ici sur des pages de témoignages clients, on voit ici des vidéos, et ici on voit encore un PDF qui est là. Donc en fait on a véritablement plein d'informations avec des clients qui étaient contents à l'époque et qui peut-être ne le sont plus maintenant. Et voilà, donc ici on va regarder qu'est-ce qu'on peut trouver. Il y a vraiment pas mal de choses. Des astuces pour dire son communiqué de presse, c'est pas celui-là. Donc en fait on a vraiment pas mal d'infos qu'on peut exploiter. Ici là, voilà, j'avais ici récupéré même un bouquin PDF. Vous voyez ici là, tac, un bouquin PDF avec une vingtaine de clients je crois qui a été listé. Donc en fait j'ai dû rechercher témoignages clients sur telle marque, et là ils avaient fait une compilation en fait d'une dizaine de leurs clients. Donc voilà, il faut pas hésiter à aller chercher. Parfois en fait il faut aller chercher un petit peu dans les pages anciennes. Par exemple en fait ici on a une page qui s'appelle témoignages clients, et on peut se dire qu'est-ce qui s'est passé en 2015, en 2014. Donc vous allez sur archive.org. Donc archive.org c'est en fait tout simplement l'enregistrement de toutes les pages sur internet depuis la création quasiment du web, et là vous allez retrouver en fait une vieille version d'un site internet, et si l'URL est toujours la même, et là bam, vous allez pouvoir en fait récupérer la liste en fait des clients qui ont été listés à l'époque, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, grâce à archive.org, parce qu'il va mémoriser une page qui existait sur le site il y a X années, et si à l'époque il y avait une page témoignage avec tant de marques, et vous allez pouvoir revenir en arrière. Alors la technique numéro 3,
c'est d'exploiter la communauté de vos concurrents sur Twitter. Alors Twitter, c'est vraiment un gros avantage parce qu'en fait c'est totalement ouvert, c'est-à-dire qu'en fait au contraire par exemple de LinkedIn où c'est un peu compliqué d'aller chercher les membres d'un groupe, mais il existe des petites requêtes qui existent quand même, hein, qui permettent d'aller comme ça rechercher les membres en fait d'un groupe même privé où vous n'êtes pas encore en fait membre. En fait Twitter lui c'est complètement différent, c'est transparent, c'est-à-dire qu'en fait si on va sur par exemple ici j'avais pris l'exemple de Rankeeper de Eudonet, hein, qui est un éditeur de CRM en France, on va sur le compte Twitter et puis on voit tout de suite ici les abonnés au compte Twitter. Donc normalement on devrait trouver les employés de la marque, mais on trouvera également bien entendu les clients et les revendeurs et les prescripteurs. Donc en fait il suffit tout simplement de regarder dans le compte Twitter là, et après vous les ajoutez avec des outils comme Rankybird ou Crowdfire. Tout simplement avec Rankybird ou Crowdfire vous allez ajouter ici les personnes qui suivent la marque et automatiquement vous pouvez même le faire manuellement, hein. Et vous savez par exemple tiens il y a un groupe international, ici il y a telle marque, et donc vous savez que ces gens là a priori s'ils suivent ici le compte Eudonet, c'est qu'a priori ils sont clients, et donc encore une fois c'est des gens que vous pouvez aller consulter. L'autre chose en fait c'est d'aller repérer des clients vers les profils LinkedIn, la page entreprise et les groupes. Alors souvent en fait quand on est une grande marque, il existe en fait des groupes privés. Des groupes privés en fait qui ont été créés non pas par les marques mais des groupes non officiels, et donc en fait des groupes non officiels où il suffit de taper le nom de la marque. Je reviens sur mon exemple de Salesforce de tout à l'heure. Si vous tapez Salesforce en France, vous verrez que vous avez le club des utilisateurs de Salesforce, le groupe Salesforce français, donc forcément dedans il y a des vrais clients et dedans il y a des groupes qui ne sont pas officiels de la marque. Là on voit par exemple le club des utilisateurs de Salesforce.com en France. On voit bien que les administrateurs, dedans il n'y a pas forcément que des gens de Salesforce. Donc en fait a priori c'est un club qui est plus ou moins administré par d'autres personnes. Voilà. Alors concernant les profils, donc bien sûr on peut aussi rechercher dans LinkedIn avec le moteur de recherche des petites informations. Par exemple ici dans les biographies, hein, si vous tapez certifié Salesforce et vous cherchez personne, là vous avez en fait entre guillemets des gens qui sont certifiés sur le produit, et donc forcément soit ce sont des employés, soit ce sont des clients, soit ce sont des revendeurs. Donc vous voyez c'est assez facile à faire, quoi. La technique numéro 5, c'est tout simplement d'aller faire un ciblage comportemental ou une audience personnalisée sur Facebook Ads. Alors ça c'est vraiment sympa parce qu'en fait Facebook Ads permet de donner accès à des potentiels assez importants. Donc en fait vous créez une audience personnalisée selon vos critères socio-démographiques. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que par exemple avec Facebook Ads vous pouvez cibler les gens qui aiment une page. Par exemple, moi dans le marketing, je pourrais aller cibler par exemple tous les gens qui sont fans de la page de webmarketingcom.com, qui est un blog sur webmarketing. Alors ça marche bien sur toutes les pages où il y a plusieurs milliers de personnes, c'est-à-dire que ça marche pas sur une page où il y a juste 500 personnes, mais si vous avez un gros concurrent qui a par exemple 5000 ou 10 000 fans sur sa page, vous allez pouvoir cibler directement les personnes qui aiment cette page. Autrement aussi dans les ciblages d'intérêt, ça aussi c'est vachement sympa, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir rechercher les gens qui ont des centres d'intérêt. Et par exemple, moi ici j'ai fait quelques tests, hein, on peut aller rechercher les gens qui sont fans ou qui ont comme centre d'intérêt Salesforce, Sugar CRM, SAP, Best CRM, Zoho, etc. Donc en fait ce sont des gens qui potentiellement soit sont employés de la marque, soit tout simplement sont clients ou revendeurs. Et là encore une fois, avec ce ciblage qui est personnalisé sur Facebook, on va pouvoir s'adresser aux bonnes personnes. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc ça donne souvent des critères assez larges, hein, par exemple les employés de la société. Donc un moyen parfois ça peut être d'aller recibler derrière en affinant selon le métier. C'est-à-dire qu'on ne va pas cibler les gens qui sont uniquement fans de Salesforce par exemple, on va également chercher ceux dont le métier est directeur commercial, directeur marketing, etc. etc., etc.
Alors par contre, faites attention à une chose, hein, moi je l'ai constaté, il y a beaucoup de faux clics hein, sur Facebook Ads, beaucoup de clics en fait qui ne mènent à rien. Donc en fait c'est Facebook qui se fait plaisir. Donc je sais pas, sur 10 clics, hein, vous risquez d'avoir allez 30% voire plus de faux clics qui sont en fait des gens qui vont cliquer et qui vont rien faire d'autre. Donc faites attention à ça, hein, ne misez pas trop cher au clic. Voilà. Alors après, vous avez aussi les bases de données ciblées. Il y a des spécialistes des bases de données professionnelles, par exemple Sparklane.fr, qui permet en fait de cibler les entreprises sur des critères. Et là, en fait, ça peut être vraiment intéressant. Vous allez les payer pour avoir en fait une base de données sur tel secteur d'activité ou les gens qui possèdent tel logiciel, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, vous avez non seulement une liste d'entreprises, mais également vous pouvez avoir les contacts dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors la technique numéro 7, c'est d'aller recruter les distributeurs de ses concurrents. Alors ça, c'est vrai surtout quand on a affaire à des revendeurs, mais en fait, ça arrive souvent en fait dans le B2B où on vend pas que en direct, et dans ces cas-là, en fait, c'est intéressant d'aller séduire les revendeurs d'un concurrent. C'est-à-dire que non seulement vous allez donc avoir un distributeur qui va pouvoir vendre dans le futur pour vous, mais en plus souvent vous allez pouvoir essayer de migrer quelques pourcentages de sa base installée de clients. Alors je vous dis pas que ça a des résultats de malade parce que je l'ai déjà fait et on sait très bien que quand les gens ont investi beaucoup d'argent dans une solution, ils vont pas changer tout de suite, mais généralement un client a vraiment une confiance beaucoup plus forte dans un distributeur parce qu'il connaît le système d'information, il connaît les habitudes, il connaît ceci, il connaît cela, que directement au fournisseur de la marque qui n'a pas la même proximité parce que c'est pas lui qui vient faire l'intégration, qui a fait la personnalisation, etc., etc. Donc bien entendu, si vous les connaissez, vous les contactez, autrement vous cherchez revendeur de telle marque, entre guillemets à chaque fois, hein, et là vous allez tout simplement pouvoir repérer les gens dans Google qui font ça, ou tout simplement vous allez aussi trouver les gens qui font des publicités. Si vous tapez le nom de la marque et vous regardez les publicités qui apparaissent, souvent en fait ce sont les distributeurs ou les revendeurs de la marque, ou des affiliés aussi qui existent, et là vous n'avez plus qu'à les contacter en disant voilà, nous on vous propose tant de pourcentage en plus, ceci, cela, blablabla. Alors, l'autre chose également, c'est d'être présent sur les mots-clés Google AdWords. Alors, tout simplement, en France, on peut utiliser les mots-clés de ses concurrents pour afficher des annonces. Mais bien sûr, c'est pas autorisé d'utiliser la marque dans les textes de vos annonces. Par exemple, vous n'allez pas dire moins cher que telle marque. Mais par contre, vous pouvez dire voilà, tous les gens qui taperont, par exemple là dans mon exemple je mets tous les gens qui ont tapé 7 jeux CRM, et ben en fait la publicité peut être opter, là on va en cours là, opter pour le CRM de demain, 100% en ligne, 100% mobile, etc. Donc le but c'est pas d'aller se faire passer pour l'éditeur ou le concurrent, mais d'utiliser son mot-clé pour afficher une publicité qui soit intéressante. Voilà. Faut vraiment éviter d'aller dans l'illégalité. Parfois en fait vous avez des gens qui essayent comme ça de faire passer des annonces sur en utilisant dans l'annonce justement publicitaire la marque. Ça c'est pas bien. Donc en fait utilisez juste le mot-clé pour être visible. Voilà. Alors une technique numéro 9 sur la dizaine que je vous ai donnée, c'est gagner en visibilité sur les blogs via le réseau de contenu AdSense. En fait, tout simplement, y a pas mal en fait de sites internet qui utilisent surtout des blogs, des forums et des choses comme ça, qui utilisent en fait le réseau de publicité de Google pour afficher de la publicité pour monétiser le site. Par exemple, c'est le cas sur le site de conseil marketing, hein. Si vous regardez un petit peu, vous voyez qu'en haut de chacun des articles, en fait, j'ai des publicités qui sont affichées. Et donc, en fait, tout simplement, on peut aller afficher ces publicités sur ces sites-là en choisissant dans AdWords. Par exemple, en fait, je vais choisir des mots-clés ou choisir des marques de mes concurrents pour être présent dans leurs articles.
par exemple il y a un article de presse qui apparaît sur la marque XYZ, si vous êtes présent sur le site internet qui est présent sur qui affiche cet article là, vous pouvez être visible. C'est surtout intéressant en fait quand vous êtes en fait sur des sites d'actualité et que ces sites d'actualité affichent de la publicité. Là c'est intéressant parce que parfois il y a de l'actualité qui passe sur vos concurrents et là bam, vous avez votre publicité qui apparaît. Donc parfois ça m'est arrivé même d'être étonné de voir en fait comme ça sur des news et des actualités qui étaient sur les produits des concurrents et là boum, vous avez votre publicité qui apparaît. C'est également le cas par exemple sur des vidéos YouTube. Les gens se méfient pas assez en fait, parfois sur certaines vidéos YouTube en fait ils n'ont pas désactivé le fait que les publicités de Google s'affichent et donc ils ont toujours sur leur compte entre guillemets officiel quand on est une marque sur YouTube, et ils n'ont pas décoché tout cet aspect publicité blablabla et là hop automatiquement en fait on peut faire afficher des publicités grâce au réseau de contenu de Google. Donc encore une fois une petite astuce. Alors attention par contre parce que souvent en fait ces astuces d'afficher via le réseau de contenu de Google des publicités, faut faire attention parce que Google en fait a une tendance à vous afficher la publicité un peu n'importe où, en particulier sur des apps mobiles où les gens cliquent par erreur. Donc faites vraiment attention à ça, surveillez bien les campagnes, mettez un CPC qui est très faible, supprimez les affichages sur les smartphones et les tablettes, c'est vraiment essentiel parce qu'autrement vous allez perdre de l'argent pour rien. Surveillez bien les conversions parce que autant une campagne avec de l'affichage publicitaire via le moteur de recherche c'est simple, autant le réseau de contenu c'est un peu sensible, on peut perdre quand même de l'argent et n'avoir aucune transformation. Voilà. Alors le dernier point en fait tout simplement c'est d'aller mettre en place une veille sectorielle sur vos concurrents et leurs produits. Vous utilisez par exemple Google Alerts ou Mention.net et tout simplement vous allez mettre les noms de votre concurrent, leurs produits, leur nom d'entreprise et là vous serez informé régulièrement sur les tweets, les articles de blog qui circulent sur ce concurrent là et parfois c'est intéressant parce que vous pouvez avoir les conversations des concurrents, vous pouvez voir en fait sur les commentaires etc. Tout ce qu'on a vu là maintenant. Voilà. Donc ça c'était les 10 techniques qui permettent d'aller séduire les clients de ses concurrents. Bon maintenant on va passer à l'étape numéro 4 qui est tout simplement d'aller lancer l'opération commando pour aller tout simplement les séduire. Alors une fois que vous savez qui sont les clients, il faut les attaquer. Alors au début il faut quand même rester un petit peu discret et essayer de les séduire sans les braquer. Et surtout qu'ils n'aillent pas prévenir tout de suite le concurrent parce qu'autrement il risque de réagir en tout simplement soit en rappelant ses clients, soit en prenant les outils que vous avez mis et en essayant de vous contrer, en jouant sur les argumentaires que vous avez fait, etc., etc. Donc au départ il faut plutôt être cool et plutôt essayer de sonder le contact plutôt que de dire ok leur produit has been, passez chez le mien c'est vachement mieux, etc., etc. Voilà. Donc par exemple il y a des techniques qui marchent pas mal, c'est par exemple proposer un livre blanc sur les dernières tendances de votre activité, sur les bonnes pratiques, etc., etc. Proposer un audit gratuit, un diagnostic gratuit, une checklist pour mettre en place ceci, cela, les inviter à un web séminaire. Bref, ne pas faire de la vente vraiment dans le dur tout de suite, même si c'est souvent assez tentant, mais ça peut être intéressant comme ça de passer sur une vente à deux temps en proposant d'abord un audit gratuit ou un diagnostic. Alors bien entendu c'est pas toujours simple à faire, et puis surtout ça ne rapportera pas forcément de l'argent tout de suite, mais ça peut être intéressant en disant voilà une première prise de contact, parce que souvent aussi c'est la première prise de contact qui est compliquée. Pourquoi vous m'appelez, tandis que si vous arrivez et vous appelez au téléphone et dites voilà je vous appelle en fait puisque je travaille pour la société Bidule, on fait un audit sur par exemple les standards PABX ou sur les CTI et on aimerait bien en fait vous offrir cet audit gratuit, etc., etc. Alors est-ce que vous êtes intéressé? Ça permet de savoir s'il y a des choses innovantes ou des choses que vous pourriez mettre en place ou d'optimiser ceci, optimiser cela. Voilà, c'est plus simple que d'aller directement dans une démarche commerciale. Voilà. Le but étant d'avoir une oreille attentive pour ensuite obtenir un rendez-vous téléphonique ou physique où là vous pourrez tout simplement dérouler votre argumentaire.
Alors imaginons maintenant que ça a marché et on arrive en fait à l'étape numéro 5 et c'est l'accueil des nouveaux clients. Ça en fait c'est une chose en fait parfois que les gens se disent bon, ok c'est bon, j'ai signé, l'affaire est dans le sac, voilà j'ai plus qu'à me reposer maintenant. Or en fait ça veut pas dire que s'il a signé c'est chez vous que tout est fini. Parce que tout simplement il faut préparer l'accueil de ces nouveaux clients avec un suivi des migrations, suivi des évolutions, la vérification que la mise en place de l'outil se passe bien. Parce qu'en fait, souvent vous avez des gros efforts qui sont déployés par les commerciaux pour tout simplement séduire, pour faire des promesses, pour faire ceci, cela. Et l'attente du client, elle est super haute. Le client, il se dit waouh, allez, c'est bon, j'ai fait le bon choix, j'en ai marre des losers d'avant, je choisis. Alors, le problème, c'est qu'on peut très vite arriver à un effet déceptif et avoir des gens qui se disent oh là là, j'ai fait l'erreur de ma vie, etc., etc. Et un bouche-oreille qui peut vraiment être négatif. Surtout si le concurrent il est pas bête, généralement ce qu'il fait lorsque vous allez retourner en fait un client, il va essayer de le séduire jusqu'à la dernière minute, voire en fait prendre un peu des nouvelles pour savoir comment ça se passe. Donc le but en fait pour vous sera d'éviter cet aspect déceptif et mettre en place vraiment une procédure d'accueil, par exemple un comité de péantage, un suivi par le commercial, une série d'emails, une enquête de satisfaction, bref, quelque chose qui va faire qu'on va pas laisser le client seul dans la pampa une fois qu'il a changé de produit. Dans certaines boîtes, en fait, surtout les boîtes américaines, on a un Customer Success Manager qui est là justement pour faire le suivi des nouveaux clients et voir que ça se passe bien pour qu'ils soient contents, parce que souvent c'est vraiment au départ là qu'il faut faire un effort particulier pour que tout se passe bien. Et une fois que la situation roule un peu mieux, on fait une étude régulière, par exemple avec des outils comme eloquent.com, qui permet en fait de faire des études sur son parc client et vérifier que tout est ok, études par email, par SMS, etc., etc. Voilà, donc on arrive à la fin de cet enregistrement. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est sur le web, les concurrents ne sont qu'à un clic. La concurrence est exacerbée, la mondialisation des échanges, etc., etc. Donc en fait, on voit bien que c'est le client qui a pris le pouvoir et c'est vraiment lui qui peut décider de choisir, de passer à la concurrence, voire tout simplement d'arrêter de travailler avec vous parce que il se dit finalement l'argent que je mettais là-dedans, je vais plus mettre là, je vais mettre dans autre chose parce que c'est plus prioritaire pour moi. Donc il est vraiment essentiel de gérer efficacement sa relation client, de mettre en place une culture d'amélioration continue et d'innovation continue afin que le prix ne soit pas le seul élément déterminant pour garder un prospect. Parce que si c'est uniquement le prix, il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que vous. Donc n'oubliez pas, sur le web, les clients ne sont qu'à un clic. Il est beaucoup plus compliqué de vendre un mauvais produit maintenant ou de laisser un client mécontent traîner dans la nature. Il est vraiment essentiel de pouvoir faire un suivi, un monitoring régulier. Comme je le disais, vous faites une étude NPS, donc Net Promoter Score, pour savoir comment ça se passe, une étude de satisfaction, ce qu'on appelle CSAT, Customer Satisfaction, et avec ça en fait on peut avoir un baromètre et savoir en fait les clients qui sont sur le point de vous quitter et faire des des actions préventives. Et là par exemple on peut le faire avec des outils comme je vous le disais avec eloquent.com. Voilà, donc c'était l'article sur comment séduire les clients de vos concurrents avec 10 techniques et 5 étapes. Alors à vous de jouer maintenant.